Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans une situation du quotidien qui, d'une seconde à l'autre, peut complètement dégénérer. On va voir comment un simple trajet matinal à l'arrière d'une moto peut soudainement se transformer en un véritable cauchemar, une toile d'araignée juridique très complexe qui mêle à la fois la responsabilité civile et le droit du travail. Allez, c'est parti. Entrons direct dans le vif du sujet. Quand un travailleur est victime d'un accident en se rendant à son bureau, une question centrale et franchement hyper angoissante s'impose tout de suite. Au final, qui est financièrement responsable? Est-ce que c'est le conducteur qui a été imprudent? Est-ce que c'est une affaire d'assurance? Ou bien c'est à l'employeur d'assumer les pots cassés? C'est le mystère central de notre analyse d'aujourd'hui. Parce que derrière cette question qui a l'air simple sur le papier, c'est carrément la survie économique d'un salarié qui est en jeu. Pour bien comprendre la mécanique, prenons une histoire concrète, celle d'un employé au Bénin. C'est le matin, départ tranquille de la maison, aucune urgence. Il arrête un Zémil-Jeanne, le fameux taxi-moto local, on négocie le prix et il grimpe à l'arrière. Sauf qu'à mi-chemin, ça dérape. Le chauffeur commence à rouler n'importe comment, il accélère brutalement et fait terrifiant commence littéralement à piquer du nez en plein milieu du trafic. Quelques minutes plus tard, inévitablement, c'est le crash. Une collision d'une violence inouïe avec une autre moto. Les deux hommes volent sur le bitume, le genou du passager est en sang et son téléphone est complètement explosé. Et ce n'est qu'après, en fin de journée face à une douleur insoutenable, qu'il file à l'hôpital. Le verdict tombe. Poignet fracturé et 1 mois d'arrêt maladie. Mais il faut absolument saisir une chose ici. Le danger juridique n'a pas démarré au moment précis du choc contre le bitume. Pas du tout. Ça a commencé à la seconde même où le conducteur du Zémil-Jeanne a commencé à s'endormir. À cet instant, il a totalement brisé son obligation fondamentale, celle de transporter son passager sain et sauf. La loi, elle ne rigole pas avec ça. Elle exige de la prudence, une vigilance de tous les instants et une maîtrise parfaite du véhicule. Somnolé en accélérant, on est en plein dans la négligence caractérisée. Le décor de la responsabilité civile est donc déjà très fermement planté. Mais le clou du spectacle, ou plutôt le vrai choc pour ce salarié, ça n'a même pas eu lieu sur la route. C'est à la fin du mois, en recevant sa paye, qu'il découvre un truc complètement fou. Son salaire a été amputé de 50%. L'employeur a tout bonnement décidé, de façon totalement unilatérale et d'ailleurs complètement illégale, de diviser son salaire par 2. L'excuse avancée, il fallait bien payer un remplaçant temporaire pendant le mois d'arrêt maladie. Résultat, notre employé blessé devient, sans le savoir, le sponsor financier de sa propre absence. C'est incroyable. Et attention, la façon dont c'est annoncé fait vraiment froid dans le dos. Ce n'est pas du tout une discussion, c'est un ultimatum pur et simple, une directive non négociable. Le patron lâche, tu acceptes ou tu perds ton emploi. Boum. Il y a là une dissonance frappante, un contraste absolu entre le pouvoir quasi royal que l'employeur pense détenir et les protections réelles, ultra solides, qui sont pourtant prévues par la loi. C'est vraiment l'illusion d'une toute-puissance patronale face à un travailleur immobilisé et vulnérable. Ce qui nous amène à un véritable point de bascule. On sort de l'émotion de l'histoire pour rentrer dans la mécanique froide et précise du droit. Est-ce qu'un employeur peut vraiment imposer ça sans discussion? A-t-il le droit de faire payer à son salarié le coût d'un accident qu'il a lui-même subi? C'est le cœur de notre décryptage légal, et pour y répondre, il va falloir définir avec une très grande précision ce qui s'est déroulé ce matin-là. Et le point crucial, le voici, c'est la définition selon le droit béninois. Ce crash, ce n'est pas un simple accident de la circulation privée, pas du tout. C'est ce qu'on appelle un accident de trajet. Pourquoi? Parce que ça s'est produit sur le chemin habituel et direct entre la maison et le bureau. La loi le rattache donc directement au lieu de travail. Et ça change absolument tout. Cette assimilation déclenche instantanément des droits énormes. L'intervention de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, la prise en charge médicale, bref, ça déploie un bouclier de protection sociale indispensable. Face à un accident de trajet de ce type, l'employeur n'a donc pas du tout le droit d'improviser. Il a des obligations super strictes et immédiates. La toute première étape, c'est de déclarer l'accident à la CNSS. Ensuite, c'est la base, mais il est impératif de respecter le code du travail et les conventions collectives en vigueur. Couper le salaire de façon arbitraire, c'est un non absolu. Un employeur ne peut en aucun cas transformer une victime d'accident en responsable financier. Le droit est limpide là-dessus, la protection prime toujours sur la petite convenance administrative ou financière de l'entreprise. Bon, n'oublions pas l'autre grand protagoniste de ce drame, le conducteur du Zémil-Jeanne. À cause de sa négligence accablante, de sa somnolence et de sa vitesse excessive, sa responsabilité civile est pleinement engagée. Et la liste des choses qu'il peut être tenu de rembourser est longue. Les factures de l'hôpital, la réparation des dommages physiques comme ce poignet fracturé, le téléphone détruit, mais aussi la perte de revenus pendant la convalescence, sans oublier le préjudice moral, la douleur, le stress psychologique. S'il a une assurance, c'est elle qui payera. Mais sinon, ça sortira de ses propres poches. Tout ça illustre brillamment une double réalité juridique. Pour obtenir justice, la victime ne doit pas se lancer dans une grande bagarre confuse, mais bien dans 2 combats totalement distincts et bien organisés.
D'un côté, le combat civil, on se bat contre le conducteur imprudent pour obtenir réparation des blessures et du matériel détruit. De l'autre côté, le combat en droit du travail, on fait face à l'employeur pour stopper cette coupe illégale du salaire et faire respecter ses droits. Séparer ces deux axes, c'est la clé pour avancer. Alors, comment on mène ce premier combat, celui sur le plan civil? La méthode doit être presque chirurgicale. La toute première étape, c'est de rassembler des preuves en béton. On récupère les contacts des témoins, on fait établir un constat de police si possible et on garde précieusement les objets détruits, comme le téléphone. Ensuite, étape 2, il est crucial d'obtenir un certificat médical détaillé qui prouve l'étendue des blessures. Et c'est seulement avec ce dossier bien solide qu'on peut officiellement lancer une procédure d'indemnisation contre le conducteur. Passons maintenant au second front, le face-à-face avec l'employeur. Là, l'approche est totalement différente. Il faut d'abord alerter l'inspection du travail pour signaler très clairement la réduction abusive de salaire. En général, cette institution va tenter une phase de conciliation, une médiation, pour faire entendre raison au patron. Mais attention, si ce dialogue échoue complètement et que la menace sur l'emploi persiste, la dernière étape, c'est l'escalade vers le tribunal du travail. C'est la seule juridiction compétente pour trancher ce litige de manière définitive. Si on prend juste une seconde pour dézoomer un peu, l'enjeu dépasse de très loin le cas de notre seul employé. Au Bénin et partout ailleurs, en fait, d'innombrables travailleurs utilisent ces motos tous les jours pour aller gagner honnêtement leur vie. Malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas la loi, beaucoup subissent ces injustices en silence. Ils payent les soins avec leurs propres économies, acceptent des amputations de salaire ou perdent carrément leur job en pensant à tort qu'ils n'ont aucun droit. Et pourtant, le droit a été conçu et structuré très exactement pour ça, pour empêcher que celui qui subit le dommage ne se retrouve en plus sanctionné et culpabilisé. Ce décryptage nous amène finalement à une réflexion profonde sur la vulnérabilité dans le monde professionnel. L'ignorance de nos droits est très souvent le meilleur carburant des abus de pouvoir. Alors la question qui reste en suspens, celle qui doit continuer à résonner bien après la fin de cette analyse, c'est celle-ci. Face aux réalités économiques et sociales qui sont parfois sans pitié, combien de travailleurs sont en train, au moment même où l'on parle, de payer en silence le prix fort pour des accidents dont ils ne sont absolument pas responsables? Une question qui invite sérieusement à s'informer davantage sur ces droits fondamentaux.